Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un thème particulier. Parlons corruption. Et là, je sens déjà parmi vous une certaine, peut-être exclamation. Quoi, le docteur Leroy, Stéphane, va nous parler des événements et de la politique? Eh ben non, non, non. Non, non, juste vous parler du processus de corruption en tant que tel. Alors, revenons à une définition claire. La corruption, ça correspond à l'altération d'une substance, d'une structure, d'une fonction, d'un contenu, d'une idée. On va parler aller plus généralement d'un système, d'accord? Donc il s'agit de l'altération. Altération veut dire que cela devient altère, cela devient autre. Soit par l'adjonction d'un élément corrupteur, ou le retrait d'un élément fonctionnel, ou encore par la déviation d'une fonction. La corruption, eh bien, elle peut être passive, soit par l'usure du système même, hein, ou active, c'est-à-dire par une recherche d'un objectif pour lequel le système en fait représente un obstacle. Hein. On dirait que le système est trop bien foutu. La corruption peut permettre également de maintenir un système mal foutu, hein, comme un système de référence. En fait, la corruption est un processus quasi inéluctable qui affecte les systèmes complexes dès qu'ils se voient confrontés aux deux exigences contradictoires mais fondamentales que sont le besoin d'évoluer d'une part et la stratégie de survie d'autre part. Nous allons voir cela dans un instant et on va voir comment ça s'applique à toutes les échelles finalement de la manifestation humaine, que ce soit de l'organisation d'une civilisation sur les plans social, politique, économique, scientifique, culturel, on va dire jusqu'à l'idée même de l'esprit humain, de ses aspirations, de ses visions, de sa manifestation à travers son corps physique. Alors si nous observons par exemple une pomme sur un plateau et que nous l'observons pourrir, nous penserons certainement qu'il s'agit là d'une corruption passive, due à l'usure. Les petites micro-bébêtes seront en fait les éléments corrupteurs. Mais en est-il vraiment ainsi? Parce que finalement, il n'y a corruption que parce que la pomme perd de sa vitalité. Elle envoie juste l'information de sa mort, de sa perte de sens, de contenu, et finalement de sa perte de forme. Peut-on en déduire qu'un système fortement corrompu est signe d'un haut niveau de morbidité ou d'obsolescence? Ça, je vous laisse le soin de l'apprécier. Maintenant, si nous observons de près le processus de corruption, nous nous apercevons qu'au niveau humain, il prend la forme la plus fréquente qui est celle de l'arrangement. Oui, je dis bien l'arrangement. Ajouter un élément non conforme au système, mais qui lui permet de perdurer. Mettre un miroir déformant devant ce système pour en modifier sa perception. Proposer un arrangement à un élément du système afin de dévier sa fonction. Là encore, je vous sens un peu orienté vers certains aspects peut-être encore de la politique, de l'économie, de la finance, etc. Mais en fait, vous savez, ce ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Celle que l'on peut observer facilement, mais à laquelle, bien sûr, nous ne nous identifions pas. Peut-être parce que, tout simplement, nous évoluons nous-mêmes sous le niveau de perceptibilité. Qui sait ? Peut-être pensez-vous que finalement, seule la science finalement est incorruptible. Eh bien, pour avoir navigué dans ces eaux, je peux vous affirmer qu'il n'en est absolument rien. Bien entendu, si l'on parle de corruption au niveau scientifique, soyons clairs, hein, qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause de la méthode scientifique qui nous assure réellement un cadre d'investigation qui est stable et fiable. Tout ça pour décrire, on va dire, pas mal d'aspects de la réalité et nous permettre d'en tirer des applications concrètes. Non, non, il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas de la méthode, il s'agit d'une autre forme de corruption. Ben, voyons par exemple le cas, ce fameux cas Einstein E égale mc2. Le fameux cas Einstein, ce fameux père de la relativité restreinte et de la relativité générale. Eh bien, Einstein déjà était quelqu'un qui faisait travailler son imagination, puisque sa théorie de la relativité part déjà
de sa visualisation, hein, de son rêve, de comment il chevauchait un rayon de lumière pour voir comment se comportait la lumière. Mais sa deuxième phase, la phase la plus importante du scientifique, c'est de formuler tout cela, formuler avec un langage scientifique, avec des principes de la physique. Et lorsque l'on regarde bien, eh bien on s'aperçoit que même Einstein, eh bien, il a fallu qu'il apporte un élément un peu corrupteur, hein, à son système. Un système, on va dire, d'arrangement. Dans la relativité générale, eh bien, ça s'appelle la constante cosmologique, par exemple. Donc, en fait, Einstein a créé une constante cosmologique simplement pour lui permettre de maintenir sa théorie d'un univers statique. Autrement dit, sa théorie était pas mal, elle est bien foutue, hein, elle est géniale même, on peut le dire. Mais il y avait quand même quelque chose qui clochait. Eh bien, pour éviter que ça cloche, il a ajouté quelque chose, il a créé une constante cosmologique. Bien entendu, cette constante cosmologique qui permettait de maintenir un univers statique, eh bien, a été décriée bien plus tard grâce aux découvertes, hein, de Hubble, qui a montré qu'effectivement l'univers, non, n'était pas statique. Et pourtant, dans ce petit subterfuge, ce petit arrangement, cette petite corruption de son système, eh bien, l'élément corrupteur a quand même gardé un petit peu de sa saveur, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, cette constante cosmologique, au niveau d'une valeur très très faible, correspond finalement à l'énergie la plus faible qu'on puisse trouver dans le vide, correspond à l'énergie du vide. Donc vous voyez que parfois la corruption ou l'élément corrupteur nous amène peu ou prou à faire des découvertes également. Mais ça, c'était juste pour la petite histoire. Mais c'était un peu pour vous montrer que dans la science, il y a un tas de petits éléments corrupteurs, un tas de petites corruptions possibles du système. Il existe un tas d'arrangements scientifiques. En mathématiques, on le sait bien, hein, lorsque l'on a une somme d'équations et qu'on veut arriver à une équation finale qui soit, comme disent les mathématiciens, élégante, qui soit plus près de ce qu'ils veulent démontrer, eh bien parfois on fait un peu des coupes, hein, de certains éléments mathématiques qui sont là, dont on ne sait pas quoi faire, ou qui nous dérangent, hein, de façon à faire un petit peu comme une restructuration esthétique, hein, de l'équation. Pareil pour le boson de Higgs. Alors vous allez me dire, il va quand même pas critiquer le boson de Higgs. Non, il ne s'agit pas de critiquer la découverte ou quoi que ce soit. Mais savez-vous comment se fait une telle découverte? Ça se fait simplement en faisant exploser des particules ensemble et en ramassant des morceaux. Et puis, finalement, dans ces morceaux, ces traces, on cherche à voir comme un petit puzzle, finalement, à reconstruire quelque chose. Et lorsqu'on est à un certain pourcentage de quelque chose qui ressemble à un boson de Higgs, eh bien, on dit, ça y est, on a le boson de Higgs. Okay. Donc vous voyez que là encore, dans la science, il y a, on dirait, presque cette obligation à corrompre un peu le système pour pouvoir modéliser. Donc vous voyez que la science n'est pas en reste, hein, dans ces processus. Mais vous savez, dans la science, le problème de la corruption, il est bien autre en fait. En fait, la plus forte corruption scientifique ne vient pas de la science et de sa façon de la maniérer un petit peu, de la manipuler, hein, mais en fait, elle vient bien entendu des hommes. Il y a quelques mois, le directeur du Lancet, l'une des plus grosses revues scientifiques au monde, si ce n'est la plus grande, eh bien, déclarait qu'il était consterné, hein, de la tricherie scientifique dans les articles qui lui étaient proposés et que certaines sources avaient tellement d'argent, tellement de puissance qu'ils pouvaient arriver à créer des articles scientifiques pour lesquels il était extrêmement difficile de trouver les failles. Et cette faille est apparue puisqu'il y a eu un gros scandale, un article qui a été retiré parce qu'il était totalement faux. Donc vous voyez que il y a derrière, dans le monde scientifique, une corruption qui peut être une corruption d'objectifs, d'intérêt, bien entendu. Et puis il y a également une autre forme de corruption, c'est
corruption qui est due simplement aux croyances personnelles. On va dire la corruption de la pensée, c'est-à-dire certains scientifiques qui sont dans une telle croyance scientifique, une telle modélisation du monde et de l'univers, qui ne veulent absolument pas entrer dans un système d'investigation qui pourrait, faire basculer ou faire frémir cette vision qu'ils ont de l'univers. Okay. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe au niveau scientifique. Donc vous voyez que on est loin d'une discipline incorruptible. Maintenant sortons, si vous voulez, du champ de la science, sans oublier bien entendu de remercier quand même tous ces grands esprits qui sont quand même issus de l'esprit des Lumières. Et il y a la science est quelque chose de fabuleux, mais la science nous montre qu'elle nous apporte un grand savoir, mais que le savoir peut-être n'est pas toujours la connaissance. Allez, prenons un peu de hauteur et essayons de voir d'où vient cette corruption, au sens large du terme. Alors notre corps peut être corrompu, notre esprit, notre mode de pensée aussi peuvent être corrompus. Il y a aussi la corruption acceptée ou non, et cette corruption acceptée ou non, bien finalement, elle détruit ce que je pourrais appeler l'esprit de discernement. Et elle va installer en fait un consensus confortable. J'aime bien cette formule du consensus confortable. En fait, la perte d'esprit de discernement plutôt et ce consensus confortable sont vraiment deux misères. Vraiment deux misères. Deux misères qui portent atteinte à notre capacité de percevoir clairement et à notre capacité également d'introspection. Alors, d'où vient cette tendance à corrompre, à nous corrompre nous-mêmes? Eh bien, finalement, si on observe bien, on s'aperçoit qu'elle vient de la prédominance actuelle de notre système de survie, fondé sur la reconnaissance du danger, sur l'accessibilité aux besoins fondamentaux, et la sécurité également, représentée par le groupe auquel nous nous identifions. Tout ce qui porte atteinte à ces trois priorités de base eh bien, génère un état de survie dans lequel la corruption finalement va trouver sa place de choix. La peur, la sensation de manque et puis cette sensation d'absence également vont nourrir un peu plus cette tendance à la corruption. Et finalement, eh bien, mensonges, soumission vont altérer notre perception, nos ressentis, pour nous installer eh bien, tout simplement dans ce consensus confortable. On le retrouve en psychologie avec les faux souvenirs que nous sommes capables de créer. Plein d'études ont été faites là-dessus et on s'est aperçu que certaines personnes eh bien, créaient, bien involontairement, bien entendu, de faux souvenirs parce qu'ils représentaient un arrangement qui leur permettait eh bien, de maintenir cet état de survie interne tout à fait on va dire virtuel, puisque leur vie n'était pas en danger, mais leur vie dans le groupe, l'image de soi, tout cela était en danger. Et puis il y a bien entendu les manipulations de notre entourage. Nous sommes toujours un peu manipulateurs. Pourquoi? Eh bien, nous manipulons pour avoir l'image que l'on veut projeter de nous-mêmes. Alors comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux finalement? Eh bien, moi je pense que tout d'abord, c'est en redonnant valeur à la pulsion qui transcende notre vie. Cette pulsion qui nous pousse finalement à évoluer. Cette pulsion d'évolution qui concerne aussi bien l'individu que le collectif. Et puis en reconnaissant en premier lieu eh bien, nos propres processus de corruption et en limitant leur usage, ça c'est sûr. Également en faisant un effort de bienveillance envers les personnes humaines. Ces personnes humaines qui sont corrompues, car elles sont en fait simplement dans la zone visible de l'iceberg. Donc bienveillance ne veut pas dire, bien entendu, acceptation. Mais finalement, rappelez-vous ce que je disais il y a un instant, un système très corrompu est peut-être une structure finalement moribonde. Donc voyons plutôt les grands corrompus comme de grands malades, et puis les grands corrupteurs comme de grands malades, mais contagieux. Et puis, comment sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, bien entendu, en développant une perception
plus clair du groupe auquel nous nous identifions, en cultivant l'introspection, voir quelles sont nos souffrances, quelles sont nos peurs, nos manques, et comment nous tentons d'y remédier. Et puis c'est aussi en observant le monde, c'est-à-dire ce que nous faisons de la vie. Observons-nous un peu comme une fractale de la civilisation humaine d'aujourd'hui, avec toutes ces dangereuses imperfections, d'accord, mais aussi avec toutes ces promesses possibles. Nous pouvons finalement retourner le problème dans tous les sens. Tout commence en soi, par soi et avec les autres. Et que finalement, il n'y a pas de petit engagement. Finalement, l'essentiel aujourd'hui n'est-il pas de voyager léger,